1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée au service secret israélien, le Mossad. Suite à un article et un entretien de Robert Baer, ancien agent de la CIA, responsable de la section au Moyen-Orient, sur un article paru dans l'Express, publié le 2 octobre 2025, cet ancien agent affirme que le Mossad dispose d'une année-lumière d'avance sur les autres services de renseignement occidentaux dans cette région, hyperbole, mais souligne selon lui des avantages structurels, moindre contraintes légales, proximité, focalisation régionale, etc., etc. Et nous avons décidé en fait de faire intervenir, nous aux ondes clandestines, Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, qui a une connaissance fine des services secrets, mais qui va nous expliquer mieux ces aspects. Écoutons-le. Les articles de presse fleurissent et expliquent que le Mossad est le service de renseignement le plus efficace du monde. Le Mossad rencontre aussi des impairs et des mauvaises aventures. On le voit par rapport à la question iranienne. Eh bien, le Mossad sait se retrouver en situation difficile et même en situation de perdre des agents par l'emprisonnement ou le meurtre. La première chose qui définit la puissance d'un service de renseignement, c'est le budget qui lui est alloué. Une nation riche ou une nation sécuritaire, sans forcément toujours être riche, mais aura un service de renseignement plus efficace parce qu'il y aura les moyens financiers de recruter beaucoup de monde, mais aussi les moyens technologiques. L'URSS, par exemple, quand au tout début de l'URSS, eh bien, quand ils cramaient la fortune des Romanov sur laquelle ils avaient réussi à mettre la main dessus, ce qui était avant, bien sûr, le KGB, eh bien, il y avait les moyens des ambitions. Mais en général, et après, ça s'est frité, et à la chute de l'URSS, la Russie, l'URSS avait moins de moyens de faire de la pénétration de territoires étrangers parce qu'il n'y avait plus de sous. Et la raison essentielle pour laquelle, d'ailleurs, Gorbatchev a fait sauter l'URSS, c'est parce qu'il n'y avait plus de pognon, tout simplement. Ça, c'est une raison majeure. Après, la deuxième raison, c'est l'aspect ethnique anthropologique. Et c'est lié, en fait, à la gueule qu'a quelqu'un. Par exemple, Israël, dans ces ethnies, il y a des gens qui sont blonds aux yeux bleus et d'autres qui sont bruns aux yeux noirs, presque typés moyen-orientaux. Et il y en a qui ressemblent plus à des Suédois. Par exemple, chez les Ashkénazes, essentiellement. Chez les séfarades, on est plus dans de l'Afrique du Nord, juive, de l'espagnol, de l'italien, enfin ce que définit l'ethnie séfarade. Et d'ailleurs, l'ethnie séfarade et ashkénaze ont toujours eu du mal à se comprendre parce que les ashkénazes sont des talmudistes convertis au judaïsme. Pour les séfarades, les ashkénazes ne sont pas vraiment des juifs. Ce sont des juifs convertis et non pas des juifs du sang, descendants des 12 tribus d'Israël. D'ailleurs, quand un juif épouse une séfarade, la famille fait la gueule. Quand un ashkénaze épouse une séfarade, ça fait la gueule aussi. Et d'ailleurs, en Israël, ces ethnies-là se mélangent très peu. Ils ont leur propre quartier. Bon. Donc, j'en reviens, je fais ma petite leçon d'anthropologie parce que je voulais être prof de fac en anthropologie, moi, quand j'étais fin de lycée, début de fac. Et puis, j'ai été obligé de faire une école supérieure de commerce après avoir fait 2 ans de droit difficile parce que j'ai jamais voulu être ni avocat, ni juge, ni flic. Et j'ai pas pu de toute façon l'être puisque j'étais pas bon en droit. Bon. Heureusement, pour moi, j'ai été bon sur d'autres domaines, mais pas celui-là. Donc, quand vous avez quelqu'un qui fait une opération de renseignement, d'infiltration, de ce que vous voulez, et bien que la personne a la gueule
des gens qu'elle côtoie. Et si en plus la personne est sous légende, avec le nom qui a changé, etc., vous vous rendez pas compte de qui est la personne. Vous pouvez pas imaginer que la personne, par exemple, oui, c'est ça, de tel ou tel pays, suivant la tête qu'elle a, tout simplement. Donc c'est très lié. On peut réfléchir de la façon la plus savante qui soit. C'est très lié à la gueule qu'on a, à l'allure qu'on a, à l'éducation qu'on a reçue. Il est connu que le MI5 et le MI6 n'a que des officiers les officiers ne sont que des membres de la petite ou haute noblesse anglaise. Si vous êtes d'une modeste extraction aux États-Unis, en Angleterre, normalement, vous pouvez pas faire une carrière prestigieuse au sein du service secret. Même si en période wokiste, peut-être ça a un peu changé. Mais aux États-Unis, c'est pareil. Aux États-Unis, si vous n'êtes pas membre d'une grande famille de financiers ou d'industriels, dans la CIA, ou le FBI, vous ne faites pas carrière. Si vous n'êtes pas un Cavendish, si vous n'êtes pas un Vanderbilt, un Rockefeller, ou que sais-je encore, les grands noms de là-bas, eh bien, vous serez peut-être agent spécial, mais vous ne serez pas directeur ou directeur adjoint. La CIA est une agence de développement économique qui utilise le renseignement pour faire du business. Bush, père et grand-père, ont su, à l'époque de Tesla d'ailleurs, faire des choses que les archives d'ailleurs de la CIA confirment. C'est pas moi qui phosphore, comme on dit. Et donc c'est pour ça qu'ils ont réussi à devenir les grands patrons de la CIA. En Israël, pareil. Si vous n'êtes pas en Israël membre d'une grande famille juive, si vous n'avez pas des rabbins chez vous, etc., il est très peu probable que vous preniez la direction du service. En Italie, c'est pareil. En Italie, c'est encore autre chose, parce qu'en Italie, il y a les grandes familles italiennes, dont les Agnelli, les propriétaires de Fiat, mais il y a aussi les grandes familles mafieuses. Et les grandes familles mafieuses font partie, pour certaines, du renseignement, et peuvent même être générales du renseignement italien. Moi, c'était la partie que je gérais. Là, pour Berlusconi, j'ai géré les relations avec des grandes familles, donc les moyens financiers, humains, logistiques, les accords, les agréments, les accréditations étaient mis à ma disposition et à la disposition de mes collègues pour en permanence faire ça. Parce que l'Italie, malgré les grandes affaires qu'on a pu connaître sur les juges anti-mafia, etc., dont celui qui a explosé sur l'autoroute entre Palerme et Trapani à l'époque, du juge Falcone, et d'ailleurs, moi, à cette époque-là, j'étais en Sicile. J'étais en vacances en Sicile, à Castellammare del Golfo, avec mon père adoptif, François-Joseph Carracci, et l'autoroute a sauté 1 heure après. L'attentat du juge Falcone, j'étais en Sicile, à quelques kilomètres de là, quand il y a eu un cratère sur l'autoroute de Palerme à Trapani. Ce jour-là, j'étais là. J'étais un gamin, hein. Évidemment, c'est pas ma faute, hein. Pour les connards qui voudraient l'imaginer, j'avais 8-10 ans, d'accord? Et puis de toute façon, moi, je fais pas sauter des choses, hein. J'ai jamais fait partie du service action, et si on me l'avait demandé, j'aurais dit moi pas comprendre, parce que c'est pas mon talent. C'est pas mon talent, c'est pas ma nature. Il faut avoir un petit côté meurtrier, hein. On a beau se dire que on fait ça soi-disant pour sauver la démocratie ou pour l'intérêt supérieur de la nation. Quand vous allez tuer quelqu'un, vous allez tuer quelqu'un. Hein? C'est tout. Et c'est pas pareil d'aller tuer quelqu'un à 5000 km que vous connaissez pas parce que votre supérieur vous a dit de le faire, que d'aller tuer quelqu'un qui rentre chez vous pour violer votre femme et que vous avez pas envie qu'il sorte vivant. Bon. Le code pénal ne permet pas de se faire justice soi-même, donc nous allons dans ce podcast rappeler qu'il faut respecter toutes les lois. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà, il faut différencier les circonstances qui génèrent des actions. Ce que pas assez de gens font. Et c'est le cas, par exemple, pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a beaucoup utilisé Squarcini, patron de la DCRI, pour déminer tous ses dossiers. Et pour preuve, l'histoire à Takedine avec le retournement de témoignages avec dans la boucle Mimi Marchand, Noël Dubu et tous ces enfants de putain là, ce sont tous de près ou de loin des membres des renseignements. Donc est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est légal? Non, puisque Squarcini a pris 4 ans de prison pour l'histoire LVMH, mais peut-être pendant encore d'autres condamnations parce qu'il a fait pareil avec d'autres
Voilà. Donc le Mossad est une puissance économique, donc est une puissance de renseignement, et qui se sont fait la main sur les chasseurs de nazis, puisque ça a été pendant plusieurs décennies leurs deux occupations, celle de tuer les nazis réfugiés, entre autres en Amérique latine, et celle de faire en sorte que l'Iran, l'Irak, la Libye, la Syrie, le Liban, l'Égypte ne fasse pas disparaître Israël. Donc c'est les deux actions qui ont fait que le budget militaire et de renseignement israélien puisse être très important. Il arrive que des nations embauchent d'autres personnes. Dans le bureau des légendes, d'ailleurs, c'est expliqué, la DGSE va embaucher un Italien pour faire du travail pour la DGSE, parce qu'on soupçonnera plus cet Italien de faire du renseignement pour l'Italie. Sauf que ce que les réalisateurs et scénaristes de la DGSE oublient, et c'est normal, parce que ce ne sont pas des agents de renseignement, et puis de toute façon, tout le monde fait des erreurs, et c'est normal, c'est qu'en fait, un mec, par exemple, en Irak, qui va enquêter sur un Italien qui pense être un service de renseignement italien, et se trompe parce que c'est un service de renseignement français, il y a toujours un moment donné, il va le savoir, il va le trouver, parce que, dans la vie de la personne, dans la vie personnelle de la personne, elle laisse des traces partout. On laisse des traces numériques de paiement en carte bleue, de paiement de soins médicaux, de médecins, de dentistes, scolaires, universités, fac, etc., etc. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, la Securitate savait tout sur tout le monde. Quand moi j'ai expliqué ce que des connards, notamment d'M6 Libération Le Parisien, n'ont pas voulu comprendre, c'est que quand je suis né, tous les enfants vendus aux Occidentaux, en Roumanie, étaient fichés. On n'était pas nés sous X. Aucun enfant qui était vendu, parce qu'on était un bien de consommation, une raison d'enrichissement du pays, eh bien, avait sa fiche. Et en fait, ça a été très simple pour énormément d'orphelins roumains de retrouver leurs parents, notamment grâce à toutes les associations qui existaient et qui existent encore, mais parce que ceux qui sont nés en tout cas à l'époque de la Securitate avaient des fiches sur absolument tout le monde. Il n'était pas compliqué de savoir pour moi, par exemple, que j'ai été le fils de Michel, parce que c'était tout simplement écrit sur ma fiche. Tout simplement. Donc après, je suis allé vérifier si c'était pas un faux, etc., etc. Tout le processus de recoupement d'informations que peuvent faire un flic, un juge, un agent de renseignement, etc. C'est d'aller faire de l'enquête à charge, à décharge. Oui, c'est vrai, oui, c'est faux. Pourquoi c'est pas vrai? Pourquoi c'est pas faux? Et puis après, en système d'entonnoir, on finit par conclure à la possibilité d'une chose et à l'impossibilité d'une autre chose, à la lumière d'un ensemble de témoins, d'informations, de preuves et de faits qui sont possibles. Ne dit-on pas que l'existence d'une chose invite à sa possibilité, mais la possibilité d'une chose ne conclut pas forcément à son existence. Donc les services de renseignement d'hier, d'aujourd'hui, de demain ne seront pas les mêmes. Déjà parce que il y a du facteur humain à tous les étages. Donc vous avez les services de renseignement sont bons ou pas bons suivant qui les dirige et suivant qui les compose, même avec le simple agent de terrain, la DGSI, la DCRI, la DST, le deuxième bureau, peu importe tous les noms qu'ont pu connaître les services de renseignement français depuis plusieurs décennies, mais pareil, les services, c'était l'histoire du Rainbow Warrior, on a dit c'est des cons de la DGSE, non. À un moment donné, il y a une bombe qui saute pas au bon moment, ou qui saute pas au bon endroit, ou eh bien on croit qu'on est tout seul dans un lieu et on l'est pas, parce qu'il faut toujours partir du principe qu'on est toujours vu ou entendu par quelqu'un. Ça, c'est des mots-clés que j'ai toujours appris. Toi, tu vois personne, mais pars toujours du principe qu'on te voit. Parce que s'il y a toujours quelqu'un à une fenêtre, il y a toujours quelqu'un quelque part. Donc, c'est ce faisceau-là qu'il faut pouvoir réduire, préciser au maximum. C'est ce risque-là qu'il faut pouvoir gérer. Et après, les choses font que. Pendant longtemps, l'administration pénitentiaire a mis longtemps à comprendre que dans les jeux vidéo, il y avait des chats en cellule et que ces chats servaient aux prisonniers à discuter entre eux. Ce qui aujourd'hui paraît évident à dire. C'est pour ça que les consoles vidéo en cellules sont extrêmement surveillées et les chats analysés.
On ne peut avoir une console vidéo que en longue peine ou répondant à des critères de sécurité et de comportement spécifiques en cellule. Mais pendant très longtemps, dans des années et des années, les consoles de jeux étaient vues comme très utiles parce qu'elles permettaient d'occuper les personnes, sans imaginer que ces personnes-là utilisaient ces vidéos-là, ces jeux-là pour monter des coups, pour faire du business, Voilà, c'est pas juste pour demander des nouvelles des gosses, hein. Ça n'a jamais été pour ça. Un voyou, un vrai voyou, parce qu'il y a 98% de vrais voyous en prison, hein. Et Nicolas Sarkozy fera partie de ces vrais voyous. N'oublions pas qu'il a été condamné à 5 ans de prison pour avoir participé, association de malfaiteurs, au fait d'avoir demandé beaucoup d'argent à des gens, des islamistes, qui ont tué des Français. Donc, peut-être la juge a-t-elle une sensibilité politique qui fait qu'elle n'aime pas l'homme qu'elle a condamné, mais elle a le droit de ne pas aimer l'homme qu'elle a condamné. Et les arguments juridiques qu'elle a mis en avant sont ce qu'ils sont. Et ils sont à respecter. Autorité de la chose jugée. Ce que je veux expliquer par rapport à l'histoire Takedine, c'est pour en conclure ce podcast sur le service de renseignement, c'est que les services secrets français et les services secrets libyens ont été ceux qui ont organisé les rencontres, qui ont organisé l'argent déplacé, etc., etc. Parce que les services de renseignement servent pas assez souvent l'intérêt supérieur de la nation, ne servent pas assez souvent l'intérêt supérieur de nous tous, mais servent trop souvent l'intérêt supérieur de quelques-uns, voire d'une seule personne. Bon, alors là, vous avez vu, on est en plein dans des affaires d'espionnage, MI6, CIA, DGSE, Mossad et tant d'autres, plongée vertigineuse dans l'univers des services secrets grâce à Jean-François Karachi, sous son œil, sous son prisme, d'ancien agent des services spéciaux italiens, privés, sous Andreotti et Berlusconi. Et c'est fascinant, c'est intéressant. On n'a pas fini encore d'évoquer ces services spéciaux. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de la sécurité.